Blender dispose d'une fenêtre pour gérer ses préférences. Pour y accéder, on va passer par le menu principal, File, Fichier, et on va cliquer sur User Preference. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle je vais avoir accès à différentes catégories ici en haut des préférences. Donc par exemple, si je vais sur l'onglet Interface, j'ai les différentes options disponibles pour l'interface. Donc par exemple, ici derrière, j'ai un mini-axe qui s'affiche pour la vue 3D. Si je veux ne pas l'afficher dans l'interface, je décoche ici Display Mini Axis. Pour le réactiver, je reclique dessus. Donc voilà, en activant ou en désactivant les différentes options, en fonction de ce que vous cherchez à éditer, vous allez pouvoir agir sur les propriétés de l'interface. Editing, ce sont les différentes options d'édition. On y retrouve par exemple les options Undo, donc c'est le nombre de retours en arrière possible maximum quand vous ferez CTRL Z pour annuler. Par défaut, le nombre d'étapes est de 32, mais si vous voulez mettre plus ou moins d'étapes, vous pouvez agir ici sur les propriétés. Input, cette catégorie permet de gérer toutes les entrées. Alors on a un système de presets, c'est-à-dire que les différentes préconfigurations pour des logiciels extérieurs peuvent être choisies. Par exemple, cas concret, dans Blender, la sélection se passe avec le clic droit. Si vous êtes plutôt un utilisateur de Maya et habitué au clic gauche, vous pouvez activer le preset Maya et vous aurez la sélection au clic gauche. Autres options intéressantes, dans la catégorie mouse, par exemple, vous avez Emulate 3-Button Mouse qui permet d'émuler un troisième bouton de la souris au cas où vous n'avez pas de troisième bouton ou de molette sur laquelle cliquer. Donc si vous avez une souris 2 boutons simples et que vous activez Emulate 3-Button Mouse, quand vous ferez Alt plus clic gauche, vous allez avoir la même chose que si vous aviez fait un clic milieu. Option intéressante aussi, Continuous Grab. Quand vous faites des manipulations, vous êtes limité par le curseur qui ne peut pas dépasser la zone de la fenêtre en question. Donc si vous voulez que le curseur continue de bouger de manière cyclique, vous pouvez activer le Continuous Grab. Donc, comme je le disais au niveau des presets, si vous voulez changer la sélection gauche ou droite, vous pouvez ici changer d'option. Emulate Numpad est une option intéressante pour les gens qui ne disposent pas de pavé numérique. Comme on le verra, le pavé numérique est très utilisé pour tout ce qui est les touches de vue. Donc, si vous n'avez pas de pavé numérique, vous pouvez activer Emulate Numpad, ce qui fera que si vous voulez activer les touches numériques au niveau de la zone alphanumérique, donc les 1, le 2, le 3 qui correspondent aux différents caractères du clavier. En temps normal, vous avez à maintenir le Shift en même temps pour avoir le 1, le 2 ou le 3. Si vous activez Emulate Numpad, le Shift n'est pas indispensable. Enfin, on peut inverser éventuellement le sens de la molette. Pour les utilisateurs d'autres logiciels 3D éventuellement habitués à un style de rotation de la vue particulier, ils peuvent passer du mode Trackball, qui est le mode de rotation de Blender par défaut, en mode Turntable, qui donne plus de stabilité dans la rotation. À droite de ces différentes options, nous avons une autre colonne qui permet de définir les raccourcis. Donc là, je vais éditer les raccourcis de Blender. Si par exemple, je veux changer un raccourci lié aux manipulations des fenêtres, je déplie avec la petite flèche la catégorie en question. Si je clique sur Edit pour valider l'édition, je peux déplier le raccourci qui m'intéresse. Donc par exemple, si je veux changer le raccourci lié au nouveau fichier, eh bien je déplie le raccourci. Je peux changer ici
la touche. Donc si je clique dessus et que je change par H par exemple, donc du coup le raccourci sera changé en CTRL H parce qu'ici j'ai CTRL activé. Petite note en passant, les raccourcis ne sont pas forcément liés au clavier. Donc si je clique sur le type d'entrée ici, j'ai différentes catégories possibles. Donc par exemple, si je veux avoir des raccourcis liés à la souris, je clique sur Mouse et ça me permet de sélectionner les options disponibles, mais cette fois-ci pour la souris. La catégorie Add-ons, cette catégorie permet de gérer des extensions extérieures à Blender. Comme vous le voyez, il y en a un certain nombre qui sont installés par défaut avec Blender. On a des catégories à gauche qui permettent de choisir les catégories affichées. Par défaut, c'est All, donc il n'y a aucun filtrage activé. Si on veut n'afficher que les add-ons qui ont été activés, on va cliquer sur Enabled. Et là, j'ai uniquement les add-ons qui ont été activés. Même chose cette fois-ci, mais pour l'inverse, c'est-à-dire désactivé. On a la catégorie Vue 3D. On a la catégorie pour ajouter des courbes, pour ajouter des objets géométriques liés à l'animation, au développement, au moteur de jeu, les add-ons d'import et d'export, les objets géométriques, les objets tout court, les options de peinture, le rendu, l'animation squelettale, et enfin des add-ons génériques système. Pour activer un add-on, on va simplement aller à droite, cocher le petit carré, et maintenant mon add-on a été activé. Pour le désactiver, je reclique dessus et il a été désactivé. Si on veut installer un add-on qui est extérieur à Blender, on va pouvoir, en bas de la fenêtre des préférences ici, cliquer sur Install Add-on et aller chercher éventuellement un fichier Python ou un fichier zip qui correspond à l'add-on en question. Et ça va automatiquement ajouter à la liste l'add-on qui vient d'être installé. Thème. Cette catégorie permet d'agir sur les couleurs et l'apparence de l'interface de Blender. Donc par exemple, si je veux changer pour le fun le fond de la vue 3D qui est derrière, je vais passer en 3D View et j'ai une propriété tout en bas qui s'appelle Window Background. Et si je clique sur le champ de couleurs ici, j'ai accès à un sélecteur de couleurs qui me permet de changer la couleur en question. Voilà pour le principe. Prochaine catégorie, File. Dans cette catégorie, on a accès à tout ce qui concerne la gestion des fichiers. Alors, la colonne de gauche, on a les chemins par défaut. Par exemple, on a Fonts qui veut dire police. Donc, si on veut choisir le chemin par défaut dès qu'on va chercher une police, on peut cliquer sur le dossier ici et aller chercher le dossier par défaut. Même chose pour les textures, les plugins, la sortie de rendu par défaut, les scripts, les sons, etc., etc. On a accès aux temporaires, donc on peut changer le dossier des temporaires. On peut, dans Image Editor, changer l'éditeur d'image. Donc par exemple, si vous voulez éditer une image avec un logiciel d'édition de type The Gimp ou encore Photoshop, vous pouvez simplement aller chercher l'exécutable avec le dossier. Animation Player permet de sélectionner le lecteur vidéo quand vous aurez calculé une animation. Si par exemple vous voulez aller chercher le lecteur vidéo VLC, vous voyez qu'il n'est pas dans la liste. Donc là, on clique sur Custom qui veut dire personnaliser. Et encore une fois, dans le champ qui est ici, je vais pouvoir aller chercher l'éditeur VLC. Pour ce qui est des différentes options à droite, donc on retrouve Relative Path qui veut dire chemin relatif, donc qui permet de sauver en relatif tous les chemins d'accès au fichier. Alors la différence entre relatif et absolu,
c'est que, par exemple, en absolu, vous avez votre chemin d'accès qui sera C de point, le chemin vers votre bureau, le dossier sur votre bureau, il y aura un slash entre chaque. Donc c'est vraiment le chemin absolu d'accès, et le chemin relatif, au contraire, choisit l'emplacement des fichiers relativement au fichier blend. Donc ça permet un déplacement des données plus facilement. Par exemple, si vous voulez si vous voulez mettre votre fichier blend d'un ordinateur à un autre, forcément les chemins d'accès vont changer. Donc le fait de mettre en chemin relatif, ça permet d'éviter ce genre de casse-tête. C'est pour cela que c'est activé par défaut. Compress File permet de mettre par défaut la compression des fichiers. Alors, ça permet de gagner de la place sur le disque dur, mais forcément, ça entraîne un temps de sauvegarde un peu plus long à cause de la compression. Load UI permet de charger ou pas par défaut l'interface. Alors, il faut bien comprendre que quand vous sauvez un fichier, c'est non seulement toutes les données qui composent ce fichier que vous avez, mais ce sont aussi toutes les préférences et toutes vos interfaces qui seront sauvées. Donc le fait d'activer ou pas Load UI va charger l'interface en plus des données qui composent le fichier blend ou pas. Donc c'est activé par défaut. Autre option intéressante, Save Versions. Alors en fait, au niveau de la gestion de sauvegarde, Blender fait une sauvegarde de différents fichiers. Quand vous sauvez votre fichier pour la première fois, vous avez un fichier .blend, qui est l'extension des fichiers Blender. Si vous resauvez ce fichier une première fois, vous allez avoir le fichier .blend qui devient .blend1 et le fichier actuel, la version actuelle du fichier qui sera .blend. Et si vous resauvez encore une fois, vous aurez un fichier .blend2 qui sera la version la plus ancienne. Il y aura le blend1 qui sera la génération juste d'avant et la génération actuelle sera toujours dans le fichier .blend. Donc ça permet d'avoir différentes versions du fichier. Donc là, le nombre de générations ne dépassera pas 2, c'est-à-dire que si on fait encore une sauvegarde alors qu'on a déjà des fichiers .blend2, ça ne va pas ajouter. Autre option intéressante, Autosave, qui permet de faire des sauvegardes automatiques de sécurité dans votre dossier temporaire. Donc là, l'option est activée par défaut et le timer est de 5 minutes, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, on aura une sauvegarde automatique de la session dans le répertoire temporaire. On va passer à la prochaine catégorie, Système. Dans cette catégorie, on a accès à tous les réglages un peu plus techniques. Donc par exemple, DPI 72, donc c'est le nombre de points par pouce pour la génération des polices, ce qui veut dire que si vous voulez par exemple diminuer la taille des polices, vous pouvez agir dessus directement, et ça changera la taille des polices à l'écran. Je vais remettre à 72. Dans la catégorie OpenGL, on peut activer des options spécifiques à la carte vidéo. Filtrage anisotropique ici. VBIOS qui permet un accès optimisé à la mémoire graphique. Window Draw Method permet de sélectionner un mode d'affichage si jamais vous avez des bugs d'affichage par exemple, en fonction de votre carte graphique, du driver ou bien même de votre système d'exploitation. Certaines méthodes d'affichage fonctionneront mieux que d'autres. Donc là, en automatique, si tout va bien, ne touchez à rien, mais si jamais vous avez des problèmes d'affichage, vous pouvez tester les différentes options qui sont disponibles et voir s'il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que l'autre. Donc là, je remets en automatique. À droite, Solid OpenGL Lights permet de gérer les différentes lumières qui seront utilisées pour l'affichage en mode solide. C'est-à-dire que en temps normal, les lumières de votre scène sont prises en compte au rendu, mais si vous n'avez pas de lumière encore ajoutée à votre scène, il faut tout de même des lumières virtuelles qui serviront à gérer l'affichage. Et donc l'affichage de ces lumières virtuelles
se fait via ce panneau. Donc on peut désactiver des lumières, on peut changer leur couleur et on peut agir sur leur direction. Enfin, dernière option intéressante, Color Picker Type permet de changer le mode de choix de couleur. Si je clique sur une zone de couleur, ici par exemple, j'ai accès à ce type de sélecteur, mais d'autres utilisateurs préféreront d'autres sélecteurs. Par exemple, si je passe en Square HV plus S, tout en haut, et que je reclique, je vois la différence.